Les premières lueurs de l'aube percèrent difficilement à travers la brume épaisse qui enveloppait le port de Concarneau. Pierre Kerguen, emmitouflé dans son ciré jaune usé par 30 années de navigation, descendait d'un pas lourd vers le quai où l'attendait son chalutier Marie Morgan. Ses bottes de caoutchouc claquaient contre les pavés humides. Seul bruit dans ce petit matin d'octobre, où même les mouettes semblaient encore endormies. À 52 ans, Pierre portait sur son visage buriné les stigmates d'une vie passée à lutter contre les éléments, et plus récemment, contre ses propres démons. Encore une journée, marmonna-t-il en déverrouillant la cabine de son bateau, sa barbe grisonnante perlée de gouttelettes matinales. Depuis la mort de Marie, il y a 5 ans, ses sorties en mer étaient devenues son unique refuge, le seul endroit où il parvenait encore à trouver une forme de paix, loin des regards compatissants du village, loin des souvenirs qui hantaient chaque recoin de sa maison, loin surtout de la culpabilité qui le rongeait concernant sa fille Léna. Le moteur diesel tout sauta, avant de se mettre en marche dans un grondement familier. Pierre largua les amarres avec des gestes automatiques, précis, hérités de décennies d'habitude. Le Marie Morgan glissa lentement hors du port, fendant les eaux sombres de la baie. La brume était particulièrement dense ce matin-là, réduisant la visibilité à quelques dizaines de mètres seulement. Pierre naviguait à l'instinct, connaissant ses eaux comme sa propre poche, guidé par le bruit des vagues contre les rochers invisibles, et le ronronnement rassurant de son moteur. 1 heure plus tard, arrivé sur sa zone de pêche habituelle, Pierre coupa le moteur et prépara ses filets. Le silence était presque oppressant, troublé seulement par le clapotis de l'eau contre la coque et le cri lointain d'un goéland. C'était dans ces moments-là que les pensées revenaient, malgré lui, vers Léna. Sa fille unique, maintenant âgée de 28 ans, vivait à Rennes depuis leur terrible dispute au sujet de la maison familiale. Marie avait voulu la léguer entièrement à Léna, mais Pierre, dans sa douleur et son orgueil blessé, s'était opposé à cette décision après la mort de sa femme. Les mots durs échangés ce jour-là résonnaient encore dans sa mémoire comme une blessure ouverte. Il venait de lancer ses filets quand un éclat inhabituel attira son attention à tribord. À travers la brume qui commençait à se lever, il distingua quelque chose qui flottait ballotté par les vagues. Pierre plissa les yeux, ajustant ses lunettes de vue. Des débris de bois, semblait-il, provenant sans doute d'une embarcation. Mais en s'approchant, son sang se glaça. Ce n'étaient pas seulement des planches qui dérivaient, mais un corps humain, inconscient, s'accrochant désespérément à ce qui restait d'une barque de fortune. « Bon sang !» murmura Pierre en se précipitant vers les commandes pour manœuvrer son chalutier. 30 ans de mer lui avaient appris que chaque seconde comptait dans ce genre de situation. L'homme dans l'eau, visiblement jeune, portait des vêtements trempés qui semblaient avoir été de qualité mais étaient maintenant déchirés et souillés par l'eau salée. Ses lèvres avaient la couleur bleutée de l'hypothermie naissante. Pierre jeta l'ancre flottante et se pencha par-dessus bord, tendant ses bras puissants vers le naufragé. « Allez, mon gars, accroche-toi à moi », grommela-t-il en saisissant l'épaule du jeune homme. Celui-ci était plus lourd qu'il n'y paraissait, et Pierre dut puiser dans ses réserves de force pour le hisser à bord du Marie Morgan. Une fois sur le pont, le rescapé s'effondra, toussant l'eau de mer qui encombrait ses poumons, claquant des dents de manière incontrôlable. Pierre se dirigea immédiatement vers la cabine pour prendre des couvertures sèches et une bouteille de rhum qu'il gardait pour les urgences. « Tu m'entends, fiston ?» demanda-t-il en enveloppant le jeune homme dans les couvertures de laine. Ce dernier ouvrit péniblement les yeux, révélant un regard noir intense, empli de terreur et de reconnaissance mélangée. Il articula quelques mots dans une langue que Pierre ne reconnut pas immédiatement. Puis, dans un français hésitant et fortement accented, « Merci, merci beaucoup, monsieur. Comment tu t'appelles » questionna Pierre en lui faisant boire une gorgée de rhum pour le réchauffer. Le jeune homme hésita, ses yeux scrutant le visage du marin comme s'il jaugeait sa sincérité. « Yann » finit-il par répondre, ce qui fit hausser un sourcil à Pierre. Ce prénom breton contrastait étrangement avec l'accent étranger et les traits méditerranéens du rescapé. « Yann comment ?» insista Pierre, mais le jeune homme détourna le regard, murmurant seulement « Juste Yann, s'il vous plaît ». Pierre n'insista pas, reconnaissant dans cette attitude la méfiance de quelqu'un qui a des raisons de cacher son identité. En tant qu'ancien militaire ayant servi outre-mer dans sa jeunesse, il avait appris à reconnaître les signes de détresse chez ceux qui fuient quelque chose. « D'où venais-tu avec cette barque ?» demanda-t-il plutôt, désignant les débris qui continuaient de flotter non loin. Yann ferma les yeux, et Pierre vit ses mains trembler, pas seulement de froid cette fois. « Nous étions plusieurs » murmura-t-il d'une voix brisée. « Les autres, je ne sais pas où ils sont. »
Le silence qui suivit cette révélation fut lourd de sens. Pierre comprit qu'il avait affaire à l'un de ces migrants qui tentent la traversée périlleuse vers l'Angleterre, risquant leur vie sur des embarcations de fortune. Le nous de Yann suggérait qu'il n'était pas seul à bord, et l'expression de douleur absolue sur son visage laissait peu d'espoir quant au sort de ses compagnons de voyage. Pierre sentit son cœur se serrer, reconnaissant dans ce jeune homme brisé quelque chose qui résonnait avec sa propre perte. « Bon, » dit-il finalement en se relevant, « d'abord on te remet sur pied, on parlera du reste plus tard. » Il démarra le moteur et mit le cap vers Concarneau, abandonnant sa pêche du jour. Pendant le voyage de retour, Yann resta silencieux, emmitouflé dans les couvertures, regardant fixement l'horizon comme s'il cherchait encore trace de ses compagnons disparus. Pierre respecta ce silence, comprenant intuitivement que certaines douleurs ne peuvent être exprimées par des mots. En approchant du port, Pierre réfléchissait rapidement aux implications de sa décision. Amener un migrant sans papier chez lui n'était pas anodin, surtout dans un village où tout le monde se connaît et où les nouvelles circulent vite. Mais quelque chose dans le regard de ce jeune homme l'avait touché, peut-être la vulnérabilité qui lui rappelait sa propre solitude, ou cette dignité qu'il maintenait malgré son état de détresse. « Tu as de la famille en France ?» demanda-t-il en amarrant son bateau. Yann secoua la tête, ses yeux se remplissant de larmes qu'il s'efforçait de retenir. « Plus nulle part », chuchota-t-il, et ces mots atteignirent Pierre comme un coup de poing au ventre, résonnant avec sa propre rupture familiale. La maison de Pierre Kerguen se dressait à quelques centaines de mètres du port, une bâtisse bretonne traditionnelle en pierre grise, dont les volets bleus délavés n'avaient pas été repeints depuis la mort de Marie. En poussant la porte d'entrée, Pierre sentit comme toujours cette bouffée d'air confiné qui lui rappelait à quel point cette demeure était devenue silencieuse. Yann le suivait en silence, ses vêtements encore humides laissant des traces sur le carrelage de l'entrée. « Assieds-toi là », dit Pierre en désignant une chaise près de la cheminée du salon. « Je vais te chercher des vêtements secs. » En montant à l'étage, Pierre hésita devant la chambre de Léna, restée intacte depuis son départ. Il finit par ouvrir l'armoire de sa propre chambre, en sortant un pantalon de toile et un pull de laine qui avait appartenu à son beau-frère, décédé quelques années plus tôt. Quand il redescendit, il trouva Yann exactement où il l'avait laissé, les mains serrées autour des couvertures, regardant fixement les braises éteintes dans l'âtre. « Tiens, mets ça », dit Pierre en posant les vêtements sur le canapé. « La salle de bain est là-haut, première porte à droite. » Pendant que Yann se changeait, Pierre alluma le feu et mit de l'eau à chauffer pour préparer du thé. Ses gestes étaient mécaniques, mais son esprit bouillonnait de questions. Qu'est-ce qui lui avait pris d'amener cet étranger chez lui? Lui qui évitait soigneusement toute complication depuis 5 ans, voilà qu'il s'embarquait dans une situation qui pourrait lui attirer des ennuis. Mais quand Yann redescendit, flottant dans les vêtements trop grands pour lui, Pierre fut frappé par sa jeunesse et sa vulnérabilité. Le jeune homme ne devait pas avoir plus de 25 ans, et malgré ses efforts pour paraître fort, l'épuisement et le chagrin se lisaient clairement sur son visage. « Merci, monsieur Kerguen », dit Yann en s'asseyant près du feu qui commençait à crépiter. Pierre sursauta. « Comment tu connais mon nom ?» demanda-t-il avec méfiance. Yann désigna une photo sur la cheminée où l'on pouvait voir Pierre en uniforme militaire, plus jeune, à côté d'une plaque commémorative portant son nom. « Vous étiez militaire ?» constata-t-il simplement. « Moi aussi en Syrie avant. » Sa voix se brisa et il détourna le regard vers les flammes qui montèrent dans la cheminée. Pierre servit le thé dans 2 bols en faïence, vestige du service de mariage de Marie. « D'où viens-tu exactement ?» demanda-t-il en s'installant dans son fauteuil habituel. Yann but une longue gorgée de thé chaud avant de répondre « Alep. Ma famille avait une petite entreprise de textile. Quand les bombardements ont commencé, nous avons tout perdu. Mes parents, ma sœur, il s'arrêta, incapable de continuer. Pierre hocha la tête, comprenant sans qu'il soit besoin d'en dire davantage. La guerre, il connaissait, même si la sienne avait été différente, plus lointaine. « Et tu es arrivé comment en France ?» poursuivit Pierre. Yann expliqua son périple. D'abord la fuite vers le Liban, puis l'attente interminable dans un camp de réfugiés, enfin la traversée clandestine vers l'Europe avec l'aide de passeurs. J'ai travaillé 2 ans à Paris, dans un restaurant. Le patron me payait mal, mais au moins j'avais un toit. Puis il y a eu un contrôle et j'ai dû fuir. Quelqu'un m'a dit qu'en Angleterre ce serait plus facile, alors j'ai essayé. Sa voix se perdit dans un murmure. Nous étions 6 sur cette barque. Quand elle a commencé à prendre l'eau dans la nuit, il y a eu la panique. Je ne sais pas nager très bien, je me suis accroché à un morceau de bois et puis, plus rien jusqu'à ce que vous me trouviez. Le silence qui suivit
fut ponctuée par le crépitement du feu. Pierre observait ce jeune homme qui avait tout perdu mais gardait une dignité touchante. Quelque chose en lui rappelait Léna au même âge, cette façon de redresser les épaules malgré l'adversité. « Tu as des papiers » demanda-t-il finalement. Yann secoua la tête. Tout était dans un sac étanche, mais il a coulé avec le bateau. Pierre soupira. La situation se compliquait. Héberger un migrant sans papier, c'était prendre des risques, pour lui comme pour Yann. « Écoute, » dit Pierre en se levant pour attiser le feu, « tu peux rester ici quelques jours, le temps de te remettre. Mais après, il faudra voir. » Yann le remercia avec une émotion visible, ses yeux sombres brillant de reconnaissance. « Je ne vous dérangerai pas, monsieur. Je peux travailler, je peux aider, je sais réparer des filets. J'ai appris sur les bateaux de pêche au Liban. » Cette proposition inattendue fit réfléchir Pierre. Il avait justement besoin d'aide pour entretenir son matériel, et depuis la mort de Marie, il négligeait beaucoup de tâches domestiques. Le reste de la journée passa dans une étrange routine domestique. Yann insista pour préparer le déjeuner avec les quelques légumes qu'il trouva dans le réfrigérateur de Pierre. Ses gestes en cuisine étaient précis, efficaces, et bientôt une odeur d'épices inconnues emplit la maison silencieuse. « Ma mère m'a appris », expliqua-t-il en voyant la surprise de Pierre devant le plat coloré qu'il venait de concocter. Elle disait qu'un homme qui ne sait pas cuisiner ne peut pas vraiment prendre soin de lui-même. En mangeant, Pierre se rendit compte qu'il n'avait pas eu de véritable conversation depuis des mois. Yann posait des questions polies sur le village, sur la pêche, évitant soigneusement les sujets personnels. Mais Pierre devinait sous cette réserve une intelligence vive et une curiosité naturelle que l'épreuve n'avait pas éteinte. Après le repas, Yann examina les filets de pêche empilés dans la remise attenante à la maison. « Celui-là a besoin d'être reprisé », constata-t-il en montrant une déchirure. « Si vous avez du fil et une aiguille, je peux le faire. » L'après-midi, assis dans la cour à l'abri du vent, Pierre regarda Yann travailler sur les filets avec une habileté qui trahissait une longue pratique. Ses doigts agiles réparaient les mailles abîmées avec une précision que Pierre n'avait plus depuis longtemps. « Tu faisais vraiment ça au Liban ?» demanda-t-il. « Oui, et en Syrie aussi. Mon oncle avait des bateaux avant la guerre. Il m'emmenait avec lui pendant les vacances scolaires. » Un sourire fugace passa sur son visage à ce souvenir, le premier que Pierre lui voyait depuis le matin. Vers 17 heures, Pierre entendit des voix dans la rue. Par la fenêtre, il aperçut Madame Pichon, la voisine la plus curieuse du quartier, qui discutait avec animation devant sa maison, en jetant des regards insistants vers chez lui. « Merde !» marmonna-t-il. Dans un village comme Concarneau, rien ne passait inaperçu, et son retour matinal avec un étranger n'était certainement pas passé inaperçu. « Yann !» appela-t-il. « Il vaudrait mieux que tu évites de te montrer aux fenêtres pour l'instant. » Le jeune homme comprit immédiatement et acquiesça. « Je vous cause des problèmes », dit-il avec une expression coupable. « Non », répondit Pierre avec une fermeté qui le surprit lui-même. « Mais les gens d'ici aiment bien savoir ce qui se passe chez leurs voisins. Il faut juste être prudent. » Cette protection instinctive qu'il ressentait envers Yann l'étonnait. Depuis combien de temps n'avait-il pas éprouvé le besoin de protéger quelqu'un? Le soir venu, Pierre installa Yann dans la chambre d'amis, une petite pièce sous les combles que Marie utilisait comme atelier de couture. En remontant des draps propres, il tomba sur une boîte de photos que sa femme conservait là. Sur le dessus, une image de Léna enfant, souriante, tenant fièrement un poisson qu'elle venait de pêcher avec son père. Le cœur de Pierre se serra. Sa fille était maintenant enceinte, d'après ce qu'il avait appris par des connaissances communes, et il ne serait peut-être jamais grand-père pour cet enfant à cause de son orgueil stupide. « Votre fille ?» demanda doucement Yann, qui était monté chercher des couvertures supplémentaires. Pierre sursauta, refermant précipitamment la boîte. « Oui », répondit-il sèchement. Mais Yann ne se laissa pas décourager par ce ton. « Elle vous manque », constata-t-il avec cette perspicacité qui semblait naturelle chez lui. « C'est compliqué », marmonna Pierre en évitant son regard. « Les familles, c'est toujours compliqué », répondit Yann avec une sagesse qui contrastait avec son jeune âge. « Mais c'est tout ce qui nous reste, au final. » Cette nuit-là, Pierre resta longtemps éveillé dans son lit, écoutant les bruits familiers de sa maison qui semblaient soudain moins vides. En bas, il entendait Yann se retourner dans le petit lit, probablement hanté par ses propres cauchemars. Deux hommes brisés sous le même toit, songea Pierre. L'un avait tout perdu dans la guerre, l'autre s'était volontairement coupé de ce qu'il avait de plus cher. Lequel des deux était le plus à plaindre? Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Yann, et la routine matinale de Pierre avait imperceptiblement changé. Quand il descendait vers 5 heures pour préparer son café, il trouvait désormais la cuisine rangée,
la cafetière déjà prête et souvent une assiette couverte contenant un petit déjeuner préparé par Yann. Ce matin-là ne faisait pas exception. Sur la table, des crêpes encore tièdes attendaient à côté d'un mot écrit dans un français appliqué. « Merci pour tout. Je répare le moteur de la pompe aujourd'hui. Yann. » Pierre sourit malgré lui. Ce garçon avait le don de se rendre utile sans jamais paraître envahissant. En se dirigeant vers le port, Pierre croisa Jean-Claude Morel, son voisin de quai et ami d'enfance. « Alors Pierre, on dit que tu as de la compagnie ces temps-ci » lança Jean-Claude avec ce sourire en coin que Pierre connaissait bien. « Les bonnes femmes du village jasent. Paraît que tu caches un jeune homme chez toi. Tu nous aurais pas trouvé un apprenti sans nous le dire ?» Pierre haussa les épaules, essayant de paraître désinvolte. « C'est le neveu d'un ami de Marie. Il a eu des problèmes à Paris. Je l'aide à se remettre sur pied, rien de plus. » Ce mensonge lui vint naturellement, surprenant par sa facilité. Jean-Claude hocha la tête, mais Pierre vit dans ses yeux qu'il n'était pas entièrement convaincu. « Fais attention quand même, vieux. Avec tous ces migrants qui tentent la traversée ces temps-ci, les gendarmes sont nerveux. Hier encore, ils ont trouvé une barque échouée près de la pointe de Trévignon. » Le sang de Pierre se glaça. « Des survivants ?» demanda-t-il en s'efforçant de garder un ton détaché. « Non, juste des débris et quelques gilets de sauvetage. Mais ils cherchent activement. Le capitaine Rousseau m'a dit qu'il soupçonne qu'il y a eu des rescapés quelque part dans la région. » Cette nouvelle troubla Pierre pendant toute sa sortie de pêche. Il naviguait machinalement vers ses zones habituelles, mais son esprit était ailleurs. Si les gendarmes enquêtaient sur le naufrage de Yann, combien de temps avant qu'il remonte jusqu'à lui? Et surtout, était-il prêt à prendre ce risque pour quelqu'un qu'il connaissait à peine depuis une semaine? Pourtant, quand il repensait au jeune homme qui l'attendait chez lui, réparant ses affaires avec un soin méticuleux, préparant des repas délicieux, apportant une présence chaleureuse dans sa maison trop silencieuse, Pierre réalisait qu'il n'était plus prêt à le laisser partir. De retour au port en fin de matinée, Pierre fut surpris de voir Yann qui l'attendait sur le quai, un seau d'eau savonneuse à la main. « J'ai pensé que votre bateau avait besoin d'un nettoyage », dit-il simplement. Ensemble, ils lavèrent le pont du Marie Morgan, Yann montrant une fois de plus sa connaissance des bateaux. Il nettoyait avec méthode, n'oubliant aucun recoin, vérifiant au passage l'état des cordages et des équipements. « En Syrie, mon oncle disait toujours qu'un bateau mal entretenu, c'est un bateau qui vous lâche au mauvais moment », expliqua-t-il en rinçant le pont. Pendant qu'il travaillait, Pierre observait discrètement les réactions des autres pêcheurs. Certains jetèrent des regards curieux vers Yann, d'autres semblaient délibérément l'ignorer. Seul le vieux François Calvez, doyen des pêcheurs du port, s'approcha d'eux. « Dis donc, Pierre, ton aide là, il s'y connaît. Ça se voit qu'il a de la mer dans les mains. » Yann salua respectueusement le vieil homme qui lui rendit son salut avec un hochement de tête approbateur. « D'où qu'il vient ?» demanda François. « C'est le neveu d'un ami de Marie », répéta Pierre s'en tenant à sa version. « Ah bon, il a l'air d'un brave garçon en tout cas. » L'après-midi, Pierre emmena Yann faire des courses au centre-ville. Il était temps de renouveler les provisions, et il voulait aussi jauger les réactions des commerçants face à son protégé. Chez Madame Le Goff, l'épicière, Yann se montra d'une politesse exemplaire, saluant en breton approximatif qu'il avait visiblement appris pour l'occasion. « De maths, madame », dit-il avec un sourire qui fit fondre la commerçante habituellement revêche. « Oh, mais il parle breton. Où vous avez déniché ce trésor, monsieur Kergen ?» Pierre expliqua encore une fois son histoire de neveu, et Madame Le Goff sembla l'avaler sans difficulté. Mais toutes les rencontres ne furent pas aussi positives. Chez le boucher, Pierre sentit une tension palpable quand Yann refusa poliment la charcuterie qu'on lui proposait de goûter. « Il ne mange pas de porc », expliqua Pierre, et immédiatement l'atmosphère se refroidit. Le boucher, Hervé Perron, dévisagea Yann avec suspicion. « Ah oui? Et pourquoi ça ?» demanda-t-il d'un ton qui n'avait rien d'aimable. « Raison de santé », intervint Pierre rapidement, mais il vit bien que l'explication ne satisfaisait pas Perron. En sortant de la boucherie, Yann était visiblement mal à l'aise. « Je vous ai causé des ennuis », murmura-t-il. « Non », répondit Pierre fermement. « Hervé Perron a toujours été un con. » Le soir, en préparant le dîner ensemble, Pierre aborda le sujet qui le préoccupait. « Yann, il faut qu'on parle de ta situation. Les gendarmes enquêtent sur le naufrage de ton bateau. Ils vont peut-être remonter jusqu'à toi. » Yann s'arrêta de couper ses légumes, ses épaules se tendant visiblement. « Je comprends si vous voulez que je parte, » dit-il d'une voix sourde. « Ce n'est pas ce que j'ai dit, » répliqua Pierre. « Mais il faut qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on fait s'ils viennent poser des questions. » Ils passèrent la soirée à élaborer une histoire cohérente.
Yann serait un ami de longue date de Marie, venu de Paris après avoir perdu son travail, et Pierre l'aiderait à se refaire une santé avant qu'il reparte chercher du travail ailleurs. Pour expliquer son absence de papier, il dirait qu'il s'était fait voler son portefeuille dans le train. Ça peut marcher quelque temps, reconnut Pierre, mais pas indéfiniment. Il va falloir te trouver une vraie solution. Yann hocha la tête, ses yeux reflétant une gratitude mêlée d'angoisse. Cette nuit-là, Pierre fut réveillé par des cris. Il se précipita à l'étage et trouva Yann en proie à un cauchemar violent, se débattant dans ses draps trempés de sueur, criant des mots en arabe. Pierre le secoua doucement pour le réveiller. « Yann, c'est fini, tu es en sécurité. » Le jeune homme émergea difficilement de son rêve, haletant, désorienté. « Pardon, pardon, répétait-il en français. J'ai rêvé du bateau, de mes amis qui coulaient. Je n'arrête pas de les voir. » Pierre s'assit sur le bord du lit, ne sachant trop que faire face à cette détresse. Il repensa aux nuits où lui-même se réveillait en sursaut après avoir rêvé de l'accident de Marie, de cette voiture qu'il emportait alors qu'ils venèrent de se disputer. « Les cauchemars, ça passe avec le temps, » dit-il maladroitement. « Non, » répondit Yann en secouant la tête. « Ils ne partent jamais vraiment. On apprend juste à vivre avec. » Cette sagesse douloureuse dans la bouche d'un si jeune homme émut Pierre plus qu'il ne voulait l'admettre. Le lendemain matin, Pierre prit une décision qui le surprit lui-même. « Aujourd'hui, tu viens en mer avec moi », annonça-t-il à Yann pendant le petit déjeuner. « Mais est-ce que c'est prudent ?» s'inquiéta le jeune homme. « On ne va pas se cacher indéfiniment. Et puis, tu sais travailler sur un bateau, ça se voit. Autant que ça serve. » Cette sortie en mer marqua un tournant dans leur relation. Yann se révéla effectivement compétent, anticipant les manœuvres de Pierre, manipulant les filets avec expertise. Mais surtout, Pierre vit la paix qui descendait sur le visage du jeune homme quand ils furent au large, loin des regards et des questions. « Vous savez, » dit Yann en regardant l'horizon, « en Syrie, quand j'étais enfant, ma grand-mère me racontait que la mer était la même partout dans le monde. Elle disait que quelqu'un qui se sent chez lui sur l'eau se sentira chez lui n'importe où. » Pierre sourit à cette évocation. « Ta grand-mère était une femme sage. »« Oui, » répondit Yann, « mais elle n'avait jamais quitté son village. Elle ne savait pas à quel point il est difficile de se sentir chez soi quelque part quand on a tout perdu. » Le retour au port leur réserva une surprise désagréable. Une voiture de gendarmerie était garée sur le quai, et le capitaine Rousseau attendait visiblement leur retour. Pierre sentit son estomac se nouer, mais il s'efforça de paraître naturel. « Bonjour, capitaine. Vous nous attendiez ?»« Bonjour, Pierre. En fait, oui. J'aimerais vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé la semaine dernière en mer. Il paraît que vous avez fait une sortie matinale inhabituelle ?» Pierre maintint son calme, sachant que tout se jouait maintenant. « Ah oui, j'ai eu des problèmes de moteur. J'ai dû rentrer plus tôt. »« Pourquoi ?» Le gendarme observait Yann avec attention. « Et vous êtes ?»« Yann Morvan », répondit celui-ci sans hésiter, utilisant le nom de famille qu'ils avaient convenu la veille. « Un ami de la famille. » Le capitaine Rousseau posa encore quelques questions de routine, mais Pierre sentait bien qu'il n'était pas entièrement convaincu. Quand il repartit, Pierre et Yann échangèrent un regard lourd de sens. Ils venèrent de franchir une ligne. Pierre était désormais officiellement complice de Yann, et cette complicité, étrangement, ne lui faisait pas peur. Au contraire, elle lui donnait l'impression d'avoir enfin quelque chose d'important à protéger. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'interrogatoire du capitaine Rousseau, et une routine paisible s'était installée entre Pierre et Yann. Ce samedi matin de novembre, ils préparaient ensemble les filets pour la sortie du lundi, quand Pierre entendit une voiture se garer devant la maison. Par la fenêtre, il aperçut une Citroën gris métallisée qu'il ne reconnut pas immédiatement. Puis la portière s'ouvrit et son cœur s'arrêta. Léna descendait du véhicule, plus ronde qu'il ne l'avait jamais vue, une main posée protectivement sur son ventre arrondi. Elle était enceinte d'au moins 6 mois, et Pierre réalisa avec un pincement au cœur qu'il avait raté toute cette période de sa grossesse. « Merde », murmura-t-il, et Yann leva les yeux de son travail. Voyant l'expression de Pierre, il suivit son regard vers la fenêtre. « Votre fille ?» demanda-t-il doucement. Pierre hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Léna s'avançait vers la maison d'un pas déterminé, ses cheveux châtains flottant dans le vent marin. Elle portait un manteau de laine rouge qui mettait en valeur son teint légèrement hâlé et ses yeux verts, héritage maternel que Pierre avait toujours adoré. « Qu'est-ce que je vais lui dire ?» murmura-t-il, panique. « La vérité, » répondit Yann simplement. « Elle a le droit de savoir qui vous êtes vraiment. » La sonnette retentit, impérieuse, et Pierre se dirigea vers la porte avec l'impression de marcher vers son jugement. Quand il ouvrit,
Léna le dévisagea un instant en silence, et il fut frappé par la ressemblance avec Marie à cet âge. « Bonjour, papa », dit-elle finalement, sa voix mêlant froideur et émotion contenue. « Léna », répondit-il, ne sachant comment poursuivre. « Je peux entrer ? Ou tu préfères qu'on discute sur le pas de la porte comme des étrangers ?» Pierre s'effaça pour la laisser passer, et Léna pénétra dans le salon où Yann se tenait debout, visiblement mal à l'aise. « Et voilà donc le fameux mystérieux locataire dont tout Concarneau parle, » dit Léna en dévisageant Yann avec curiosité. « Madame Le Goff m'a dit que tu hébergeais le neveu d'un ami de maman. Curieux, parce que maman n'avait pas d'amis avec des neveux de cet âge-là. » Son ton était mordant, et Pierre comprit qu'elle avait mené sa petite enquête. « Léna, laisse-moi t'expliquer, » commença-t-il, mais elle leva la main pour l'interrompre. « Plus tard, papa. D'abord, bonjour, je suis Léna, » dit-elle en s'adressant directement à Yann avec un sourire plus chaleureux. « Yann, » répondit celui-ci en serrant la main qu'elle lui tendait. « Enchanté de vous rencontrer. Votre père m'a beaucoup parlé de vous. » Cette phrase surprit Pierre car il ne se souvenait pas d'avoir beaucoup évoqué Léna, mais il réalisa que Yann avait dû deviner l'importance qu'elle avait pour lui, malgré son silence. « Vraiment ?» dit Léna en jetant un regard étonné vers son père. « C'est curieux parce que lui ne m'a jamais parlé de toi. En fait, il ne me parle plus du tout depuis 5 ans. » Le silence qui suivit fut lourd de reproches et de regrets. Pierre sentit le poids de ces années perdues peser sur ses épaules comme un fardeau qu'il n'arrivait plus à porter. « Pourquoi tu es venue, Léna ?» demanda-t-il finalement. Sa fille caressa son ventre d'un geste protecteur avant de répondre. « Parce que ton petit-fils va naître dans 3 mois, et que malgré tout ce qui s'est passé, j'aimerais qu'il connaisse son grand-père. Si toutefois son grand-père le souhaite aussi. » Ces mots atteignirent Pierre comme une déferlante. Un petit-fils. Il allait être grand-père, et il avait failli passer à côté de ce bonheur à cause de son orgueil stupide. « Bien sûr que je le veux, » murmura-t-il, sa voix s'étranglant dans sa gorge. « Mais j'ai été tellement con, Léna. Je ne sais même pas comment te demander pardon. » Yann se dirigea discrètement vers la cuisine, comprenant que ce moment était privé, mais Léna l'arrêta. « Non, reste. Si tu vis ici, tu fais partie de cette conversation. » Léna s'installa dans le canapé avec un soupir de soulagement. La grossesse la fatiguait visiblement. « Papa, je sais que tu as eu du mal après la mort de maman. Nous en avons tous eu. Mais ce qui s'est passé avec la maison, tu m'as dit des choses terribles ce jour-là. Tu m'as accusé de vouloir profiter de sa mort, de ne penser qu'à l'argent. » Pierre ferma les yeux, se remémorant cette dispute atroce où la douleur l'avait rendu aveugle et cruel. « J'étais fou de douleur, » dit-il. « Je ne supportais pas l'idée que Marie soit partie et que la vie continue comme si de rien n'était. »« Mais la vie continue, papa, » répondit Léna doucement. « Et maman aurait voulu qu'elle continue. Elle aurait voulu que tu sois heureux, que tu aides les gens, que tu sois le homme généreux qu'elle aimait. » Ces mots résonnèrent étrangement avec la situation présente. Pierre regarda Yann qui préparait du thé en silence, et il réalisa que c'était exactement ce qu'il avait fait en le sauvant. Il avait retrouvé, sans s'en rendre compte, cet élan de générosité que Marie chérissait en lui. « Dis-moi la vérité maintenant », poursuivit Léna. « Qui est vraiment Yann ?» Pierre échangea un regard avec le jeune homme, qui hocha la tête imperceptiblement. Alors Pierre raconta tout, le sauvetage en mer, le naufrage, la situation de migrant de Yann, sa décision de l'héberger malgré les risques. Léna écouta sans l'interrompre, ses yeux passant de son père à Yann, observant leurs interactions, la complicité évidente qui s'était développée entre eux. Quand Pierre eut terminé son récit, Léna resta silencieuse un long moment. Puis elle se tourna vers Yann. « Tu as perdu ta famille en Syrie ?»« Oui, madame, répondit-il simplement. »« Et depuis, tu n'as plus personne ?»« Non, plus personne. » Léna hocha la tête, semblant digérer ces informations. « Et toi, papa, comment tu te sens depuis que Yann est là ?» Pierre fut surpris par cette question directe. « Mieux, » admit-il. « Moins seul. Cette maison était devenue un tombeau et maintenant elle revit. » Compléta Léna avec un petit sourire. « Je le vois bien. C'est propre, ça sent bon. Il y a de la vie dans cette cuisine. » Elle se leva et marcha jusqu'à la cheminée où trônaient toujours les photos de famille. « Tu sais, papa, maman me disait toujours que ton problème c'était que tu avais trop bon cœur. Elle disait que tu ne pouvais pas voir quelqu'un en détresse sans vouloir l'aider, même si ça te compliquait la vie. » Pierre sentit les larmes lui monter aux yeux. Marie avait toujours eu le don de voir clair en lui. « Le problème, continua Léna, c'est que quand elle est morte, tu as fermé ce cœur-là. Tu as eu peur d'avoir mal encore. Alors tu as préféré ne plus rien ressentir du tout, même envers moi. » Elle se retourna vers lui et Pierre vit que ses yeux aussi étaient humides.
Mais avec Yann, tu l'as rouvert, pas vrai? Tu as pris des risques pour lui comme tu en prenais pour tout le monde avant. Pierre ne put que hocher la tête, incapable de parler. Yann, qui était resté silencieux pendant cet échange, s'approcha d'eux. « Madame Léna, dit-il avec cette politesse formelle qui le caractérisait, votre père est un homme bon. Il m'a sauvé la vie, mais plus que ça, il m'a redonné l'espoir. Quand vous n'avez plus de famille, quand vous avez tout perdu, et que quelqu'un vous tend la main sans rien demander en retour, sa voix se brisa légèrement. C'est comme retrouver foi en l'humanité. Et toi, qu'est-ce que tu lui as apporté? Demanda Léna. Yann réfléchit un moment avant de répondre. Je crois que je lui ai rappelé qu'il avait encore quelque chose à donner, qu'il n'était pas trop tard pour être utile à quelqu'un. Cette réponse sembla toucher Léna. Elle regarda son père avec une expression nouvelle, comme si elle le redécouvrait. Tu sais, papa, pendant toutes ces années, j'ai cru que tu ne m'aimais plus, que maman était partie avec tout l'amour que tu avais en toi. Non, murmura Pierre, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Non, Léna, je t'aime, je t'ai toujours aimé. J'ai juste eu peur de te perdre aussi, alors j'ai préféré te repousser. C'était stupide et lâche, mais c'était plus fort que moi. Léna s'approcha de lui, et pour la première fois depuis 5 ans, ils s'étreignirent. Pierre sentit le ventre rond de sa fille contre lui, ce petit-fils qui grandissait là, promesse d'avenir et de réconciliation. Il va s'appeler Louis, murmura Léna contre son épaule. Louis-Marie, en hommage à maman. Pierre serra sa fille plus fort, submergé par l'émotion. Et il aura besoin de son grand-père, ajouta-t-elle. Mais aussi d'un oncle adoptif peut-être, dit-elle en regardant Yann avec un sourire. Si Yann est d'accord, bien sûr. Le jeune homme les regarda, ces deux personnes qui venaient de se retrouver grâce à lui, et une paix profonde envahit son visage. Ce serait un honneur, dit-il simplement. Pierre réalisa alors la vérité de son titre d'histoire. Yann n'était pas seulement quelqu'un qui l'avait sauvé, c'était véritablement le miracle dont sa famille avait besoin. En sauvant ce jeune homme à la dérive, Pierre avait sauvé sa propre capacité à aimer, et par ricochet sa relation avec sa fille. Le reste de la journée passa dans une atmosphère de fête improvisée. Léna resta déjeuner, et pour la première fois depuis des années, la maison des Kerguen résonna de rires et de conversations animées. Yann prépara un festin avec les moyens du bord, mélangeant saveurs bretonnes et épices syriennes dans une fusion qui symbolisait parfaitement cette famille recomposée. Léna raconta sa grossesse, ses projets, son travail d'institutrice à Rennes. Pierre parla de ses sorties en mer avec Yann, de leur projet de remettre en état le Marie Morgan pour la saison suivante. Quand Léna repartit en fin d'après-midi, après avoir promis de revenir le week-end suivant avec Thomas, son compagnon, Pierre et Yann se retrouvèrent seuls face au coucher de soleil. « Merci », dit Pierre en regardant l'horizon où le soleil embrasait les nuages. « Pourquoi » demanda Yann. « Parce que tu m'as rappelé qui j'étais vraiment. Marie avait raison, j'ai le cœur trop gros, et c'est tant mieux finalement. » Yann sourit, ce sourire radieux que Pierre lui voyait de plus en plus souvent. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, monsieur Pierre. C'est ça, une vraie famille. » Cette nuit-là, Pierre s'endormit paisiblement pour la première fois depuis 5 ans. Dans quelques mois, il serait grand-père. Yann aurait sans doute régularisé sa situation d'ici là, avec l'aide de Léna qui connaissait des avocats spécialisés. Et eux trois, avec le petit Louis, formeraient cette famille improbable que le destin avait créée au large de Concarneau, par un matin brumeux d'octobre. Parfois, songea Pierre avant de sombrer dans le sommeil, les miracles arrivent vraiment. Il suffit juste d'avoir le courage de tendre la main quand quelqu'un en a besoin.